Un mythe, il a cette faculté, en fait, chaque fois qu'il y a des questions existentielles qui sont posées par les hommes, qui suis-je, d'où viens-je, etc., à quoi sert la mort, quel est le sens de la vie, à chaque fois qu'on se pose la question du pourquoi, eh bien on pourrait dire que le mythe est là, il vient nous aider à, peut-être pas à répondre à ces questions, mais en tout cas à nous aider à les poser de manière pertinente. Donc le mythe du Graal et le mythe du roi Arthur, c'est un mythe qui est récurrent et qui est revenu à des tas de moments différents. Il y a eu bien sûr un roi Arthur historique qui a vécu aux alentours du 5e siècle après Jésus-Christ, tout de suite après l'effondrement de Rome, et qui a aidé justement à résister aux invasions saxonnes dans l'Angleterre, à repousser les Saxons au-delà du mur d'Adrien, qui était la frontière septentrionale en fait, de l'Empire romain. Ça, c'était un des rois Arthur. Mais on pourrait dire également qu'au IXe siècle, on a eu un roi Arthur qui est connu, c'est Charlemagne, qui a eu une toute autre mission, mais Charlemagne, il était aussi connu pour être un personnage central et avoir autour de lui 12 pairs, 12 chevaliers aussi qui l'assistaient, qui l'aidaient, qui le conseillaient. Donc on peut voir une sorte de récurrence comme ça dans le mythe, dans l'incarnation du mythe. Arthur, ce n'est pas uniquement un prénom, c'est une fonction, comme on a vu. Arctos, ça signifie l'ours, et quelque part, c'est une manière de désigner qu'on est l'axe autour duquel va graviter une douzaine de points de vue, et qu'on est le personnage initié qui a la possibilité de faire la synthèse de ces points de vue. Donc on pourrait dire véritablement qu'avec l'avènement de la table ronde, puisque c'est Merlin en fait qui va déléguer sa sagesse à cette table ronde, on a l'incarnation de ce qui était autrefois puisé dans le cosmos, tout au fond de l'univers. Cette sagesse cosmique va peu à peu s'incarner à travers un cosmos humain, ces 12 chevaliers qui vont représenter les 12 constellations. Et à travers les histoires du roi Arthur, on a véritablement des drames cosmiques qui sont joués. On est encore très loin, on pourrait dire, de la conscience moderne, de l'homme moderne. Pour arriver à cette conscience moderne, en fait, il faut attendre un nouveau chevalier, qui est aussi tout à fait présent dans les histoires de la forêt de Brocéliande. Et ce nouveau chevalier, c'est Lancelot. Lancelot représente véritablement l'homme moderne, l'homme que nous sommes aujourd'hui. C'est d'ailleurs une personne qui a des passions, qui va d'ailleurs éprouver un amour coupable pour la reine Guenièvre. Lancelot est connu en fait. D'abord, il est un des meilleurs amis du roi Arthur, le plus grand des chevaliers de la table ronde, nous dit la légende. Et en même temps, il va éprouver une passion coupable pour Guenièvre. Et c'est d'ailleurs l'adultère entre Guenièvre et Lancelot qui va causer la fin de la table ronde. Une fois de plus, on voit qu'il va falloir qu'il y ait quelque chose qui meure pour que quelque chose de nouveau, un nouvel état de l'humanité puisse naître. Et ce nouvel état de l'humanité, on pourrait dire, c'est la conscience de l'homme moderne, où tout ce que nous avons en nous, en fait, on pourrait dire, c'est comme si on avait en nous l'univers qui est retourné et inversé. C'est-à-dire que dans les récits de Lancelot, Guenièvre et Arthur, on pourrait tout à fait imaginer qu'on a la manifestation de drames cosmiques. Lancelot représenterait un petit peu l'élément de la terre, Guenièvre, la dame blanche, représente plutôt l'élément lunaire, et puis Arthur, lui, représente cet astre fixe. On a parlé de l'étoile polaire, mais il a aussi une symbolique tout à fait solaire. Le soleil autour duquel tout gravite. Et ces trois astres, en fait, vont mener une danse. Donc il y a quelque chose de cosmique. Et en même temps, il y a véritablement une intériorisation. Grâce à l'écrivain, le romancier Chrétien de Troyes, on va avoir toute une histoire psychologique. C'est-à-dire comment peut-on passer comme ça de l'héroïsme et on est le plus grand chevalier du monde et tout d'un coup, on va tomber dans des sentiments qui sont assez triviaux, l'adultère. Et c'est tout le mystère justement des récits du roi Arthur, c'est comment ce qui était autrefois à l'extérieur de nous et qui était une grande sagesse cosmique va peu à peu s'intérioriser, va devenir une faculté intérieure. Lancelot, c'est le personnage aussi qui va résister au charme de Morgane. Alors Morgane, c'est aussi un autre personnage qui est important dans la forêt de Brocéliande. On parle de la fée Morgane, enfin dans l'imaginaire celte, c'est plutôt une sirène. Et Morgane n'est pas la méchante sorcière qu'on en a fait dans les récits en fait, plus tardifs. En fait, il s'agit véritablement on pourrait dire, de la face sombre de la fée Viviane.
Viviane et Morgane sont un peu les deux mêmes êtres, mais deux pans un peu différents et opposés. Comme tout symbole d'ailleurs, un symbole a ceci aussi de particulier, c'est qu'il n'est pas moral, il est amoral, pas immoral, mais amoral. Il n'est pas bien, il n'est pas mauvais, il montre simplement différents aspects d'une même réalité. Et dans la forêt de Brocéliande, on a des lieux qui sont plutôt voués à la fée Viviane, des lieux plutôt solaires, des lieux qui sont plutôt liés à la lumière. On a aussi des lieux qui sont plutôt liés au personnage de Morgane, donc des lieux plutôt sombres, où on a des eaux un peu croupissantes, stagnantes, plutôt au fond, qui se trouvent plutôt au fond de Val, alors que les lieux qui sont consacrés à la fée Viviane sont plutôt des lieux qui se trouvent dans des sommets, des lieux qui sont éclairés par le soleil. Mais en tout cas, ce sont deux faces d'une même entité qui représente, on pourrait dire, l'esprit du lieu de la forêt de Brocéliande. Et Morgane, elle représente un petit peu la fascination pour le monde. Elle a cette capacité de nous envoûter. Et notamment, on en trouve une représentation dans une légende qui vit très fortement dans la forêt de Brocéliande. C'est la légende du Val sans retour. Alors là, vous pouvez apercevoir notamment un tableau qui a été effectué par un peintre allemand qui a été réquisitionné par l'abbé Gillard pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et sous les conseils de l'abbé Gillard, le peintre a représenté ce tableau qui représente justement les aventures de Lancelot à la conquête du Val sans retour. Et la légende, en fait, nous dit que Morgane était amoureuse d'un homme, mais que cet homme, en fait, l'a trompée et qu'elle a décidé, pour se venger des hommes, en fait, d'emprisonner tous les chevaliers qui étaient infidèles dans cet endroit, dans ce Val, qui depuis s'est appelé le Val sans retour. C'est-à-dire, la légende nous dit que si nous ne sommes pas fidèles à Notre-Dame, alors nous nous perdons totalement dans ce Val et nous n'avons plus la possibilité d'en revenir. Alors là, une fois de plus, il s'agit d'une histoire symbolique